Donc, avançons, deuxième joueur du jour. On peut aller sur notre ami Deron Williams, si tu veux bien. Donc, Deron Williams, 7 saisons sur la décennie, 16 points de moyenne sur la décennie, 33 minutes de moyenne également. Au niveau du cumulage total, 15 400 minutes. C'est le 94e total de la décennie. Donc, dans le top 100, mine de rien. 459 matchs. Au niveau du palmarès, 2 fois All-Star sur cette décennie, 2011 et 2012, donc au tout début. Et pas grand-chose de plus, hein, pas de sélection à l'NBA, pas de titre malheureusement. Comparaison de draft, NBADraft.net, eux, ils pensaient à André Miller comme comparaison. Ouh. C'est en mettant en vitesse plus 2 fois 2, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement. C'est un peu André Miller avec des stéroïdes. Donc voilà, pour peut-être le côté passing, je ne sais pas. Draft Express, pas de comparaison. Surnom, encore une fois, très classique hein, sur Basketball Référence, c'est D-Will. Voilà, entre Zibo et D-Will, on les connaît. Pour l'instant, on n'est pas amusé, messieurs de Basketball Référence. Il nous faut C'est des ça. surnoms plus rigolos. Et donc son parcours, il a 25 ans au début de notre décennie. Et donc ça va être sa décennie. Hein. Il est en plein dans son prime. Et en fait, non. Non, pas trop. Troisième pick de la draft Blessure. 2005, rappelons-le. Effectivement, blessure. Troisième pick de la draft 2005, rappelons-le aussi. Et donc, notamment, il sort de 4 saisons à Utah, hein, où il était à 20 points, 10 assists de moyenne quasiment pendant 4 ans. Incroyable. Donc c'était assez incroyable. Il était dans la conversation pour être le meilleur meneur de la NBA, tout simplement. Mais ça, c'était la décennie d'avant. Et donc, au début de notre décennie, Carlos Boozer est parti à la Free Agency. Et donc, il est un peu seul hein, dans cette équipe de Utah. Il fait 53 matchs là-bas, 38 minutes de jeu par match en 2011, 21 points, 10 assists encore du côté du Jazz. Mais c'est la fameuse année où il y a les embrouilles avec Jerry Sloan Ouais. entre les deux qui fera que la franchise va virer les deux, en fait. Hein, va virer Jerry Sloan, le coach depuis des décennies, et va en plus échanger Deron Williams à New Jersey. À l'époque, c'était pas Brooklyn, c'était New Jersey encore, contre Derek Favors. Hein, Favors qui venait d'être le 3e pick de la draft quelques mois avant. Bref. Et donc voilà pour saison 2011. 2012, il est encore au top niveau, hein, 36 minutes de jeu par match, 21 points, quasiment 9 assists de moyenne, mais dans une équipe de New Jersey qui est vraiment pas bonne du tout. En plus, Brook Lopez est blessé, donc il n'y a vraiment rien du tout dans cette équipe. Pas de playoff évidemment pour lui. 2013, Joe Johnson est arrivé. Lui, il a 19 points de moyenne et 8 assists encore, donc c'est plutôt pas mal. Ce fameux backcourt Deron Williams, Joe Johnson. Explosif sur le papier. Oui, exactement, qui a toujours été très explosif sur le papier, mais jamais dans la réalité, malheureusement. C'est ça, malheureusement. Coaché d'ailleurs par Avery Johnson, hein, si je dis pas de bêtises, cette année-là. Et en playoff, ça tombe contre Chicago au premier tour, la fameuse série avec Nate Robinson et Joe Johnson qui échangent des buzzer beaters. 2014, l'arrivée de Kevin Garnett et Paul Pierce. Lui, ça descend un peu, du coup, sa production, 14 points à 6 assists, en toujours 32 minutes par match, évidemment. Mais là encore, une fois de plus, Brooklyn est un peu décevant. En playoff, ça s'arrête contre Miami au deuxième tour, hein, le Miami de LeBron James et Dwayne Wade et Chris Bosh, on connaît. 2015, 13 points de moyenne et 6 assists, toujours dans une équipe qui n'est pas fantastique, mais qui fait les playoffs. Hein. Ils feront les playoffs contre Atlanta au premier tour, coaché d'ailleurs par Lionel Hollins, hein, ton Ouais. coach de chez toi. Et puis donc, l'été 2015, du coup, Free Agency, il s'en va à Dallas pour la saison 2016. Et à Dallas, il fait 32 minutes de jeu par match, 14 points, 6 passes, encore une fois, dans cette équipe des Mavericks. Une équipe qui, d'ailleurs, encore une fois, est une bonne équipe de l'Ouest qui fera les playoffs. Ils perdront au premier tour contre Oklahoma City cette année-là. Et puis 2017, 40 matchs à Dallas, toujours à 30 minutes de jeu par match, hein, donc toujours 13 points, 7 passes pour Deron Williams à Dallas, mais donc échangé en milieu de saison, échangé à Cleveland. Il fera une vingtaine de matchs dans le Cleveland 2017, fameuse machine offensive de 2017 des Cavaliers, qui malheureusement perdra en finale NBA contre les Warriors, et lui est un role player à 20 minutes par match dans cette équipe, bien sûr. Et c'était triste de le voir, hein, pendant ces finales, malheureusement. Oui. Oui, effectivement. Et donc voilà pour son parcours, ça s'arrête là déjà en 2017. Donc pour te lancer un peu, c'est vrai que je me demandais en fait au début s'il méritait finalement d'être dans la liste avant de le réétudier. Et finalement, je me dis que en fait, oui, il y a quand même pas mal de très bonnes saisons, en tout cas des saisons très sympathiques. Clairement. Ouais. Après, c'est un joueur qui est quand même marquant, comme tu disais, un peu à l'image d'un gars comme Dwayne Wade. Si tu avais pris le cut, 2005 jusqu'à 2015, je pense que c'est quelqu'un qui aurait été beaucoup plus haut, puisque, enfin, Ouais. en gros, on peut se dire que ses hauts et son pic en carrière étaient juste avant la bascule, en fait, et le changement de décennie. Oui. Mais d'ailleurs, c'est un peu malheureux parce que il arrive à 25 ans au début de notre décennie, on se dit ça va être sa période, et en fait, c'est Exact. presque plus un meilleur joueur dans les années 2000 que 2010 presque.
Ben, un peu l'effet pour ben, dans une moindre mesure, un peu comme vous aviez dit pour Paul George, où tu te dis la décennie commence, t'as l'impression que ça va être à lui à un moment donné, Oui, et finalement oui, c'est oui. jamais la sienne, tu vois. Hmm. Et c'est vrai que, enfin, moi personnellement, c'est un joueur que je préférais à Chris Paul, personnellement. Ouais. C'est un joueur que je préférais à Chris Paul, Le fameux duel de la draft, hein. Les deux étaient exactement. draftés 3 et 4 en 2005. Derrière Marvin Williams. Oui. Et non, mais je trouvais que pour l'époque, c'était un joueur qui était très moderne, c'était un bon artilleur déjà à l'époque. Alors peut-être pas en pourcentage, mais au moins lui, il avait pas peur de les prendre et il était défendu à l'époque comme quelqu'un qui pouvait faire mal à cause du volume. C'est quelqu'un qui était très élégant, qui avait un très bon package de dribble, qui était enfin beau handle. Il était plutôt flashy aussi sur les crossovers. Il était très rapide en fait pour éliminer ses adversaires. Et puis il avait l'avantage d'être grand puisque c'était une époque où les meneurs étaient plutôt petits. Et lui, il Ouais. est arrivé avec un combo vraiment, enfin puissance, shoot, bon manière de ballon, beau package pour le pick and roll. Et perso, moi, enfin quand je le voyais jouer, j'avais l'impression de revoir un peu Baron Davis. Même en plus grand, même, je crois, hein. En plus grand même, carrément. Non, non, effectivement, effectivement. Mais tu vois, encore une fois, quand j'ai fait ma liste et quand j'ai un peu revu, je me suis dit, bah, est-ce que j'ai bien fait d'inclure Deron Williams? Et je te dis, en réétudiant, je me dis, bah ouais, en fait, il y a quand même pas mal de choses, quoi. Et finalement, je me dis, bon, il faut faire attention déjà, premièrement, au biais de mémoire récente, hein. On se souvient moins bien de 2011 que de 2020, Ouais. bien sûr. Donc ça joue contre lui si on ne le réétudie pas en détail. Euh, le biais aussi, j'ai noté le biais de Brooklyn ou des Nets qui ont jamais été au niveau ou aussi bons que ce Souvent qu'ils décevant, auraient. ouais. Ouais, souvent décevant par rapport à ce qu'eux prévoyaient ou par rapport à ce qu'ils nous promettaient. Donc il y a ce biais-là aussi de la déception, malheureusement. Et puis même lui, hein, Deron Williams, c'est un peu un biais par rapport à ce qu'il a été, qui Oui. fait qu'on est déçu qu'il n'ait pas continué à jouer aussi bien qu'avant, mais en fait, finalement, il a quand même bien joué, quoi. C'est pas Mm. aussi fabuleusement qu'avant à Utah, mais quand même plutôt pas mal, quoi. Donc, faut faire un peu attention à ça, je trouve. Et que, tu vois, quand on se replonge, bah, il y a quand même pas mal de saisons. Il y a six saisons de très bon niveau, même bon, la septième, il est échangé à Cleveland en milieu d'année, mais bref, ça a quand même une bonne poignée d'années assez sympathiques. Et ok, jamais un prime comme il a pu connaître sur les années 2000, peut-être la deuxième moitié des années 2000, mais finalement jamais catastrophique non plus, même toujours avec un bon volume, toujours avec Bon une. meneur titulaire, hein. Franchement, Bah bon c'est meneur ça, ouais, titulaire. ouais. Ah, sauf qu'il était payé comme une superstar et je pense que ça Oui, aussi, voilà, ça joue ouais. le côté salaire par rapport au rendement terrain. Mais au final, c'était un bon titulaire NBA, hein. Ouais, bah oui, mais tu fais bien de parler du salaire parce que c'était aussi un problème avec le backcourt avec Joe Johnson, c'était Ouais, les deux surpayés, quoi. c'est Il ça. y avait un peu cette image, ouais. Non, mais effectivement, c'est. Alors, pour dire un peu, au niveau par exemple, de l'usage, hein, le volume, comme à chaque fois, on est sur du 25% en 2000, la première année, 30% en 2012 quand il est un peu tout seul au net, donc vraiment un volume de superstar, et puis ensuite 25% et de nouveau 22, 22, 22, tout le temps. Voilà, on n'est pas du tout sur quelqu'un Ouais. qui s'effondre totalement, et je te dis, même en 2016, il est titulaire à Dallas à plus de 30 minutes Ouais. par match, dans une équipe qui a pas de Plutôt bien, superstar, ouais. mais qui tourne plutôt pas mal, avec beaucoup de meneurs. D'ailleurs, je crois que c'est le Deron Williams, Raymond Felton, ou Devin Harris, ou JJ Barea, je sais plus, mais il y en a trois qui sont nés le même jour là, dans cette équipe. On l'avait fait avec Rafa. Mais bref, donc il y a ce côté volume qui est toujours bon, quoi, toujours avec un pic très haut au début, mais ensuite toujours bon. Et puis même au niveau de l'efficacité, on a des pics d'efficacité très intéressants, quoi. Alors, à Clairement. la fin, on va en parler, mais il y a un côté blessure qui fait que les 3 dernières années, les trois vraies La dernières cheville. années, voilà, et manque d'explosivité, la cheville, comme tu dis, et tout ça, on est sur une efficacité qui est bien en dessous de la moyenne, ok, mais on a quand même des pointes, tu vois, la première année de la décennie, on est à plus 8% d'efficacité par rapport à la moyenne, c'est très bien par rapport à ce volume-là, et même plus 7% de nouveau en 2013, 2014 plus 4% aussi. Enfin bref, c'était quelqu'un de complet, qui avait pas non plus ce côté go-to-guy sur cette décennie, le go-to-guy implacable, on va dire, mais comme tu dis, qui était joueur très complet offensivement, qui avait du drive, du pull-up, même plutôt pas mal de 3 points aussi, très bon passeur évidemment. Bon niveau de playmaking. Oui, mais peut-être même un peu, pour te lancer là-dessus, un peu sous-estimé peut-être quand on repense à Deron Williams, on ne pense pas non plus à des saisons à 10 assists de moyenne. Ouais, c'est ça. Et puis, malheureusement pour lui, si on retient uniquement Brooklyn, on va dire que, enfin, les,
si tu veux, c'est un joueur qui aussi brillait un peu par le jeu de transition, mais c'est pas à Brooklyn avec les éléments qu'il y avait qu'il allait pouvoir briller en fait et Ouais. pouvoir s'exprimer dans ce jeu. Et je pense que c'est aussi pour ça que à Dallas, t'as revu un peu, non seulement les blessures au début l'ont laissé un petit peu tranquille, mais t'as aussi le côté que Rick Carlisle qui avait recommencé à faire ces choses avec les trois meneurs, utiliser un peu sa menace de shoot et lui permettre aussi de jouer un petit peu plus vite dans un jeu un petit peu plus libéré avec peut-être un peu plus de pick and roll pour retrouver en fait toutes ses facultés de création et de playmaking quoi. Ouais. Oui, effectivement. Et après, je pense que ce qu'il aidait bien aussi, ce qu'il aimait beaucoup faire à Utah, c'était le pick and roll avec Boozer, aussi notamment. Et le truc un peu dommage, c'est qu'il a jamais retrouvé en tout cas sur cette décennie, un autre partenaire de pick and roll comme ça, malheureusement. Où ben, Brook Lopez, c'était plutôt un joueur de post-up à l'époque, au début, c'était pas autant dynamique sur pick and roll. Et ensuite, ça a été Joe Johnson, mais voilà, il n'y a pas eu ce même duo, cette même synergie qu'on a pu avoir à Utah avant, hors décennie donc. Donc voilà, un joueur que je trouve finalement plutôt pas mal duré, tu vois, même bah, à la fin, il n'y a pas des mauvaises saisons, quoi. C'est juste, bah, ok, il est plus en NBA, il joue plus, mais il y a jamais un moment où on se dit, bah non, mais là c'est catastrophique, là c'est la fin. En fait, presque jusqu'à la fin, il a été bon ou valuable, quoi. Mm. Après, malheureusement aussi, ce qui joue contre lui, c'est la dernière image qu'on a de lui. Hein. On le voit débarquer dans les finales 17, ouais. 2017, mais en fait, le niveau est tellement haut. C'est pas de sa faute, en fait, s'il peut pas rester sur le terrain avec Stephen Curry, Iguodala et tout ça. Oui, c'est juste la meilleure équipe de l'histoire C'est avec Kevin l'une des Durant, quoi. meilleures. Exactement. Genre, tu te dis, en fait, moi, c'est limite une petite analogie Dragon Ball Z. En fait, c'est un truc où il fallait mesurer ta force de combat pour entrer sur le terrain. Et il y avait très peu de gars qui avaient la force de combat nécessaire pour rester sur ce terrain-là, quoi. Ouais. Si tu veux dire, Deron Williams, comment il s'appelle? C'est Krillin. Ouais, voilà, quand il C'est passe à la Krillin loupe, sur. le truc tit, 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 mais c'est pas suffisant. C'est Krillin contre Boo, en fait. Bah non, Voilà, mais c'est oui, ça. t'étais fort au début, mais là, ça passe plus, quoi. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, alors deux mots aussi au niveau de sa défense. Jamais un foudre de guerre, mais comme tu dis aussi, avec sa plutôt bonne taille et plutôt bonne mobilité, jamais non plus mauvais, je trouve, plutôt même intéressant, on va dire. Correct, ouais. Enfin, c'était pas un poids. Et après, il faut voir aussi à l'époque enfin, la défense sur les meneurs de jeu. Enfin, ça a pas tant d'importance que ça au final. Enfin, aujourd'hui, enfin, du moins, ça a moins d'impact que ce que ça pouvait avoir au niveau de l'intérieur. Enfin, il avait déjà le fait d'être grand, ben, c'était déjà un avantage pour lui par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il avait un petit peu moins à compenser et il pouvait aussi défendre de temps en temps les postes 2. Donc, Oui, il pouvait oui, donner une certaine flexibilité, en fait, ou à ne pas être obligé de se coltiner le meneur de jeu et d'avoir peut-être de pouvoir te permettre d'insérer toi un spécialiste défensif et lui pouvoir prendre le poste 2. oui. Les fameux Kiss Bogans, hein, du coup. Ouais, avec Kevin Exactement, le spécialiste défensif. Donc voilà pour Deron Williams, hein, qui finalement est plutôt pas mal, hein. Je compare en tout cas à mes souvenirs avant Mm. de le réétudier de plus près. Pas mal de saisons intéressantes, comme je disais, même si à la fin, bah, après la blessure, on voit qu'il y a une perte totale d'efficacité. Un post 2014 ou 15, ça tombe d'un coup, hein, ce niveau Ouais. d'efficacité, parce qu'il n'y a plus du tout le même impact sur drive, plus la même explosivité, alors que il avait du pull-up, mais il n'avait pas non plus un pull-up à ce point fantastique, donc ça dépendait aussi. Dévastateur, mais c'est ça. Ouais. Donc minutage de playoff, 1200 minutes de playoff sur cette décennie, c'est 103e. Donc c'est plutôt loin, mais c'est quand même juste devant Patrick Beverley et Carmelo Anthony. Voilà, Hey. on peut le citer. Donc pas si catastrophique que ça au niveau des playoffs, bref. Et du coup, dans le classement, où est-ce que toi tu l'imaginais? Quelle zone et même quelle place? Moi, je l'avais dans la zone un petit peu, tu vois, entre Chris Bosh et Brook Lopez. Alors, Chris Bosh 46 et Brook Lopez 47. Ouais, ok. Moi, c'est par là que je l'avais. Ça me choque pas. Alors, je pensais que je serais un peu haut, mais finalement, ça me va. Moi, j'avais tapé un peu, bah ouais, un peu dans cette zone-là, en fait, hein. Et mon point de repère, c'était Devin Booker, en fait. Ok, ok. Alors, mon point de repère, en tout cas, où je me disais, je pense qu'il faut que je le mette au-dessus. Voilà. Donc, c'est un peu mon point de repère bas, on va dire, dans le sens où Booker a deux, trois saisons de top niveau, on va dire, en fin de Oui, décennie. oui. Mais voilà, déjà, il n'en a que 5 des années. Et en plus, les deux premières, bon, ça c'est timide, quoi. Et c'est dans un Phoenix qui gagne pas.
Deron Williams, bon voilà, il a une super saison à Utah qui gagne pas, une super saison à New Jersey qui gagne pas. Devin Booker, il a que ça. Oui, Que c'est dans des vrai. équipes Ouais. nulles, malheureusement, quoi. Mm. Donc ce côté valuable dans des bonnes équipes, je pensais mettre Deron Williams au-dessus. Et toi, donc, tu disais aller gratter, donc Devin Booker est 52, tu disais aller gratter jusqu'à Chris Bosh qui est 46, c'est ça? Non, derrière Chris Bosh. Chris Bosh, pour moi, c'est la Le ligne, fourchette haute. ouais, c'est la Ouais. fourchette vraiment haute. Pour moi, il peut pas être au-dessus de Chris Bosh. Pour moi. Donc pour dire, Chris Bosh 46, Brook Lopez 47, Chris Middleton 48, Derrick Rose 49. Par rapport à Middleton et Rose, d'ailleurs, pour toi, du coup, c'était Deron Williams, c'était au-dessus? Rose, oui. Middleton, après, j'ai un biais sur Middleton et je trouve que non. Derrière Middleton, au final, derrière Middleton aussi, je pense. Derrière Middleton, ouais. Derrière Middleton, plutôt devant Rose ou juste un peu derrière. Moi, Rose et lui, c'est kiff-kiff au final, peut-être. Tu disais que tu étais un peu biaisé sur Middleton dans le sens Oui. positif ou négatif? Dans le sens positif. D'accord. Je trouve que, enfin, Middleton, pour moi, il y a vraiment c'est un joueur qui est très fort, qui a bien évolué. Alors même si le moment, enfin, il y a peut-être le biais de récence, hein. Il y a aussi la valeur de son poste qui a pris de la valeur avec le temps. Mais enfin, peut-être que, enfin, au moment où Deron Williams a joué, le poste de Middleton avait un petit peu moins de valeur, ou du moins, ce que Middleton pouvait faire, c'était beaucoup moins valorisé, puisque c'était beaucoup plus, entre guillemets, unique de spécialiste, quoi. Donc, Ouais. je me dis que, ok, le profil, dans les yeux modernes, le profil de Middleton a beaucoup plus de valeur, mais en recontextualisant l'époque, je me dis que finalement, Deron Williams, il a été bon, mais avec la valeur cumulée qu'il est un peu derrière, mais légèrement, quoi. Ouais, alors après, il y avait quand même le passing avec Deron Williams. Hein. C'est vrai. Il y a Passing que beaucoup de n'a pas passing. Middleton. Non. Et ouais, je crois que j'ai envie de le mettre au-dessus. Ouais. Donc en fait, on est sur ton classement initial que tu m'avais dit. Mm-hmm. Et tu vois, par rapport à Brook Lopez, toi, tu l'avais mis au-dessus de Brook Lopez, du coup? Légèrement au-dessus de Brook Lopez, légèrement au-dessus de Groupe Lopez, Ouais. par rapport à tout l'aspect création, en fait. Non, ouais, ouais. Parce que, après, Brook Lopez, on valorise, en fait, moi, je valorise déjà la première partie au Nets et le joueur qu'il est devenu ensuite. Ouais, mais du coup, tu vois, je crois qu'il y a plus de saisons chez Brook Lopez. Tu vois, si tu me demandes est-ce que je préfère Deron Williams des Nets ou Brook Lopez, je prends Deron Williams. Par contre, Brook Lopez, ensuite, il y a deux années à la fin à Milwaukee de protecteur de panier de très haut niveau. Même aux Lakers, il avait Euh, déjà un petit peu commencé, tu vois, même si ouais, c'était pas aussi, autant. ouais. Bon, mais ben, on a qu'à le mettre là, alors, ouais. Entre Brook Lopez et Middleton, du coup. De toute façon, si on hésite, c'est qu'on est dans la bonne zone, a priori. Ouais. Donc, ouais, si ça te va, si on le met là, Ouais, très bien. Au final, on autour de n'est pas la si loin, hein. 47e place. Ouais, non, mais t'as tapé juste, effectivement. Effectivement. Et donc, petit quiz pour finir. Et je suis désolé, c'est ça le quiz difficile que je t'avais promis en antenne. C'est celui-ci. C'est un kick est dans l'effectif. Est-ce que tu es Ouf. capable de me citer des joueurs des New Jersey Nets 2012? Les New Jersey Nets 2012. Eh oui, c'est chaud, hein. Deron Williams. Effectivement, c'est Deron Williams et c'est tout. C'est sûr. Il y avait qui? Deron Williams, les Bon, il y en a New un autre. Jersey Nets. On vient de le classer à côté. Enfin, on l'a mis à côté. Facile. Il y a Brook Lopez. Ouais, Brook Lopez, ouais. Si, il y a Brook Lopez. Je crois qu'il doit avoir Gerald Green. Exactement. Gerald Green est par là avec. C'est l'année où il fait son fameux alley-oop. Ah, bah, s'il fait la alley-oop, c'est Marchand Brook qui lui envoie la passe. Tout à fait. Marshall Brooks Donc, est là, dans cet effectif. Il est rookie. c'est qui était 4 dans cette équipe-là? Quelqu'un de très connu. Et pas que par les fans NBA. Il s'est battu avec Rondo, mais surtout, ça a été le mari de quelqu'un de très Chris connu. Humphries. Chris Humphries, effectivement. Chris Humphries. Était le poste 4 de cette équipe. Qui c'est qu'il a épousé? C'est Kim Kardashian, c'est ça? Ou une autre sœur? Je sais crois plus. que c'est ça. C'est une Kardashian en tout cas. Exactement, mais je crois que c'était Kim. Bref, je sais pas pourquoi je sais ça. Une Kardashian. Il y avait qui d'autre? Franchement, là, cet effectif-là. Ah non, mais j'ai fait exprès. Pas du tout. Là, j'y vais avec les indices. Mais déjà, j'étais étonné que t'aies Marshall Brooks et Gerald Green. C'était impressionnant. Alors oui, New Jersey, qui était très mauvais, a donné son futur pick, contre ce joueur. À Portland.
Ah, Gerald Wallace. Exactement, le pic a donné Damien Lillard. Un de mes joueurs préférés aussi de la dernière décennie, Gerald Wallace. Tout à J'aime fait, beaucoup tout à Gerald fait. Wallace. Un monstre défensif. Et en plus, offensif qui était pas mal en plus. Hein. C'était pas Robert Covington. Hein. Gerald Wallace, donc oui, dans cet effectif, on avait un pivot, d'ailleurs, un ancien pivot du Jazz d'ailleurs, un pivot shooter. Pivot shooter du Jazz. Oku Exactement, Mehmet Okur était là. Ok. Il a fait une petite pige là, apparemment. On avait un shooter 3&D, alors je sais plus exactement qu'est-ce qu'il a fait comme équipe. Je crois qu'il a fait du OKC, il a fait du Portland. Non, c'est un peu trop dur à décrire. C'était Anthony Morrow qui était par là. Ah, Golden State, ouais. Anthony Morrow, le shooter théorique. Le mec, Oui. il faut toujours qu'il joue, mais il joue jamais. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de mari, de femmes célèbres, on avait le mari de Candace Parker, il me semble. Je crois que c'était elle. C'était un Williams. Je te dis pas le prénom, mais c'était un Williams. Ça te dit rien? Sheldon Williams. Sheldon Williams? Ouais. Ah! Il était à Boston, ce gars-là. Je crois qu'il a fait Boston, hein, Sheldon Williams. Je serais incapable de te dire. On avait aussi un meneur backup qui était des Lakers de cette époque-là. Meneur backup. Meneur backup des Lakers. Qui avait un nom un peu de fermier. Ah, Farmar. Exactement, Jordan Farmar. Jordan Farmar. On avait le fameux titulaire Ala. Ah, Keith Bogans, il était là? Exactement, Keith Bogans, c'était là. Tout à l'heure. J'aurais jamais trouvé. Je t'ai glissé un petit indice tout à l'heure. On avait le LeBron Stopper. Est-ce que tu le connais, le LeBron Stopper? Ah, Stephenson? Deshaun Stevenson? Exactement, Deshaun Stevenson, ouais. Et puis, deux derniers noms qui sont trouvables. Après, ils sont pas trouvables du tout. On avait la belle histoire de l'année 2010. Un mec qui sort des ligues, qui arrive à Utah. D'ailleurs, le Utah de Deron Williams. Il vient parce que Deron Williams est blessé. Il met un buzzer beater contre les Cavs de LeBron James. Ah, Sundiata Gaines, ton gars sûr. Exactement, mon gars sûr, Sundiata Gaines. Ton gars sûr, le buzzer dans le corner droit. Tout à fait. Il était là, Sundiata Gaines, dans cet effectif des Nets, pour dire à quel point c'était un peu pauvre. Et puis, le dernier, facile, celui qui a mis le dernier panier de l'histoire des New Jersey Nets. C'était un pivot français. Petro, il n'y a que Petro qui a joué aux Nets, je crois. Johan Petro, effectivement. Il n'y a que Petro qui a joué aux Nets. Et puis après, je t'épargne les derniers noms du Damian Jones, Harmon Johnson, Jordan Williams. Harmon Johnson, c'est l'espèce de meneur de Portland, là. Ah, ça te parle carrément? En fait, lui, en gros, sur 2K, je jouais pas mal avec Portland, et c'était l'espèce de meneur remplaçant hyper athlétique. Et chaque fois, je le prenais à la place je le mettais à la place d'André Minor, parce que André Minor, il allait trop lentement, tu vois. Du Larry Owens, on avait aussi du Jerry Smith. Ça, je sais pas du tout. Du Charles Peterson, du André Emmett et du Dennis Horner. Pour te dire à quel point ces noms-là sont totalement inconnus, j'en ai inventé un que j'ai glissé là-dedans. Et tu t'en es pas rendu compte. Ouais, je te jure. Charles Peterson n'existe pas, je l'ai inventé et je t'ai piégé. Mais bref. Donc voilà pour cet effectif des Nets 2012. Il fallait en parler des Nets dans la saga, ça y est, on l'a fait.